Oui, merci Thierry et merci à tous les organisateurs du Clusif de m'accueillir pour cette conférence. Alors, dans cette présentation, je vais aborder en fait les problématiques inhérentes au DMA et en particulier le cas concret d'une attaque sur un poste de travail qui aurait été volé. Est-ce que les slides vont marcher? Hop. Alors, je suis Jean-Christophe Delaunay, je travaille chez Synactive, qui est une entreprise basée sur Paris et qui possède 3 pôles. Un pôle à Rennes, un pôle à Toulouse et un pôle à Lyon. Et après pas mal de gens en télétravail, dont je fais partie notamment. On est un peu plus de 80. Il y a du coup 4 pôles d'activité. Un pôle Red Team, un pôle rétro-ingénierie ou reverse engineering en anglais, un pôle développement et enfin un pôle réponse à incident qu'on est en train de mettre en place. Moi, je suis dans l'équipe rétro-ingénierie. Auparavant, j'étais dans l'équipe test d'intrusion. J'étais plutôt spécialisé dans toutes les technologies type Microsoft, en particulier Windows et Active Directory. Au sein de l'équipe Reverse, on est 32 et on se concentre essentiellement sur tout ce qui a trait à du bas niveau, la recherche de vulnérabilité, exploitation, etc. Alors, de quoi allons-nous parler dans cette présentation? Je vais vous présenter un peu ce que c'est que DMA, les technologies, qu'est-ce qui utilise ça. Ensuite, je vais vous présenter un scénario d'attaque concret sur une machine récente, dans un scénario plausible type vol de laptop. Et notamment, en fait, vous allez avoir une démonstration en vidéo. Et enfin, des recommandations pour se prémunir de ce genre d'attaque. Mais tout d'abord, un peu de mise en situation. Comme ça a été évoqué par les interlocuteurs précédents, il y a de plus en plus de postes en fait, qui ont besoin d'avoir des accès VPN. Il s'avère que la quasi-totalité des postes utilisateurs sont connectés au réseau interne de l'entreprise et souvent, malheureusement, il y a peu de filtrage vis-à-vis des biens sensibles. Alors, quand on dit biens sensibles, ça va être les postes d'administration, les serveurs critiques, les serveurs industriels, ce genre de choses. Et donc, un attaquant qui réussit à avoir un accès à un poste de travail, donc obtenir de l'exécution de commandes sur un poste de travail, donc forcément, il peut accéder au contenu du poste de travail une fois qu'il a de l'exécution de commandes, mais il peut aussi, si jamais il a récupéré des informations, tenter d'attaquer le réseau interne. Et donc, on comprend que, partant de ça, le vol d'un poste de travail peut avoir vraiment de grosses conséquences pour l'entreprise. Alors, qu'est-ce que DMA? J'utilisais l'acronyme depuis tout à l'heure. Donc, ça veut dire Direct Memory Access, donc un accès direct à la mémoire. Et c'est principalement utilisé pour ses performances. Donc là, je vous ai fait un petit schéma qui est très simpliste. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais l'idée est là. Donc, sur la gauche, on voit le standard. En fait, c'est comme ça que ça se passe quand il n'y a pas de DMA. Donc, typiquement, un périphérique qui souhaite accéder à la mémoire, en fait, ça va passer par le processeur, il va y avoir des IO requests et plein de cycles d'horloge, etc. Pour éviter en fait ce surplus d'opérations, le DMA, en fait, on va avoir un bus qui est dédié et qui permet au périphérique d'accéder directement à la mémoire. En matière de technologie, même si vous ne saviez pas forcément que c'était du DMA derrière, vous connaissez toutes ces technologies. Donc, on va avoir du PCI et de l'AGP, donc c'est les vieilles technologies pour les cartes graphiques. Donc là, je vous ai mis sur les slides les cartes graphiques. Il y a aussi le FireWire qui commence à être un peu désuet maintenant, qui lui aussi repose sur des technologies utilisant le DMA. Et enfin, le PCI Express, que vous connaissez tous bien. Donc, ce sont les cartes graphiques de nouvelle génération, mais aussi, plus récemment, tout ce qui est disque dur, donc ce qu'on appelle les SSD NVMe. Donc cela, derrière, il va y avoir du PCI Express. Le Thunderbolt, derrière, il y a du PCI Express. Et tout ça, en fait, c'est du DMA. Et notamment, en fait, le DMA existe depuis très longtemps. Typiquement, votre vieux caméscope, en fait, il y a très longtemps, quand vous l'utilisiez, c'était du DMA aussi. Alors, maintenant, on va différencier un peu les deux types de configurations qu'on retrouve souvent dans les postes utilisateurs. On va avoir des tours, donc
souvent, c'est plus les utilisateurs qui ne vont pas avoir de besoin de mobilité. Dans ces cas-là, on va avoir, comme je l'ai spécifié, potentiellement une carte graphique, donc du PCI, PCI Express, donc c'est du DMA. Et ce que je disais, les disques durs SSD qui ont du coup du M2, qui est une nouvelle technologie, alors nouvelle relativement récente, on va dire. Ce form factor-là, en fait, le M2 repose sur PCI Express, et donc il y a du DMA derrière. Et éventuellement, les cartes Wi-Fi sont aussi concernées par ça. Il va y avoir le Thunderbolt, que vous connaissez tous, et potentiellement du FireWire, même si on en voit de moins en moins. Pour les portables, on retrouve sensiblement la même chose. Donc, on va avoir encore une fois du M2, donc des disques durs et très souvent des cartes Wi-Fi. On verra que dans notre cas d'attaque, c'est une carte Wi-Fi qu'on va utiliser comme vecteur d'attaque. Le Thunderbolt, on avait aussi éventuellement de l'Express Card. Alors, c'est quelque chose qu'on voit quasiment plus maintenant, mais l'Express Card derrière repose sur le bus PCI et donc on peut faire du DMA via le port Express Card. Et là, encore une fois, le FireWire. Alors, concernant les systèmes d'exploitation les plus connus, donc on en a trois, macOS, Linux et Windows. Le meilleur de la classe, c'est macOS. Alors, depuis longtemps, Apple a compris en fait que vraiment le vecteur d'attaque physique devait vraiment être pris en compte. Donc, il n'y a pas vraiment d'attaque connue à ce jour. Il y avait quelques attaques il y a quelques années, mais elles ont été assez rapidement patchées par Apple. Donc, macOS, à ce niveau-là, il se débrouille vraiment bien. Linux, de son côté, par contre, il n'y a pas de protection par défaut dans les distributions publiques. On peut toujours faire des choses, mais c'est quand même, bon, si on doit attaquer un Linux, on a de fortes chances de réussir. Pour Windows, par défaut, il n'y a pas énormément de choses, excepté pour Thunderbolt. Pour Thunderbolt, par défaut, il y a des mécanismes de protection, donc on ne peut pas faire de DMA comme ça via Thunderbolt. Mais à côté de ça, il n'y a pas énormément de protection. On verra après qu'il y a pas mal de mécanismes qu'on peut mettre en place pour se prémunir des attaques. Alors, maintenant, on va voir l'attaque à proprement parler. Donc, je parle depuis tout à l'heure de DMA, de technologie derrière, mais pour pouvoir faire du DMA, il va bien falloir trouver un accès qui me permette d'accéder directement à la mémoire. Donc, pour ça, en fait, on va essayer de chercher une connectique. J'ai évoqué Thunderbolt, Express Card, ce genre de choses. Donc, c'est ça qu'on va chercher sur une machine qu'on souhaite attaquer. Une fois qu'on a trouvé un accès DMA, on va du coup adapter le matériel qu'on veut utiliser. Forcément, on ne va pas avoir les mêmes connectiques si on attaque du Thunderbolt ou si on attaque du M2. Une fois qu'on a tout le bon matériel, on peut procéder à notre attaque, on accède à la mémoire, et là, on peut l'altérer comme on veut. On a vraiment accès à tout, on peut l'altérer. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire avec le DMA. Nous, vraiment, dans notre cas à nous, on va essayer en fait d'outrepasser le mécanisme de logging d'un poste de travail. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a accès à la mémoire, on va vouloir la patcher. Et où est-ce qu'on va la patcher? En fait, on va essayer d'identifier la routine de vérification du mot de passe et on va altérer son fonctionnement en la patchant pour que, quel que soit le mot de passe qu'on rentre, il soit valide et on puisse rentrer. Alors, revenons dans le contexte de l'attaque, dans le cas pratique. Donc, on part du principe que c'est un ordinateur portable qui a été volé à un employé. Le système d'exploitation, c'est Windows 10, il est à jour. Donc, c'est la toute dernière mise à jour. Et il y a du chiffrement de disque BitLocker avec ce qu'on appelle le TPM, donc aussi plateforme module, sans PIN. C'est-à-dire que en fait, mon disque dur est chiffré, mon poste est chiffré, c'est-à-dire que si quelqu'un me vole mon PC et récupère le disque dur, il prend le disque dur et il essaye de le mettre sur un autre PC, il ne va rien pouvoir faire parce que toutes les données sont chiffrées. Par contre, en fait, si je souhaite démarrer le PC, en fait, il va démarrer lui-même. C'est-à-dire que le déchiffrement va se baser sur des éléments qui sont stockés dans le TPM. Et basé là-dessus, en fait, il va faire le déchiffrement de disque et on va arriver sur la page de login. Donc ça, c'est notre cas d'attaque et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation. Alors, maintenant, je vais faire une petite démonstration. Si ça veut bien, voilà. Alors, une première vidéo, là j'ai un Lenovo, un ThinkPad dernière génération.
Alors, j'ai des petits problèmes de focus avec la caméra. Donc là, ici, on voit le port Thunderbolt. Donc, c'est un vecteur d'attaque. Malheureusement, sous Windows, il y a peu de choses à faire. Donc, je vais faire autrement. Donc là, ici, je démonte l'ordinateur. Et comme je le spécifiais avant, je vais me servir en fait du branchement de la carte Wi-Fi. Donc, je commence par enlever cette carte Wi-Fi. Alors, à savoir que les cartes Wi-Fi sont accessibles très facilement, forcément, parce qu'il faut pouvoir les changer, sauf sur macOS où c'est soudé. Alors là, ce que je montre, c'est qu'en fait, on voit AE. En fait, c'est une des normes de la technologie M2. Voilà. Donc là, j'utilise un adaptateur à la place de la carte Wi-Fi. Et je viens de montrer là à l'instant qu'il y a une petite connectique. Donc cette petite connectique, elle va me permettre de mettre une app dessus pour pouvoir après pouvoir me connecter à ce nouvel adaptateur-là. Donc à la place de la carte Wi-Fi, je mets mon petit adaptateur que après je vais revisser. Et en fait, c'est lui qui va me servir de vecteur pour pouvoir accéder directement à la mémoire. Donc maintenant, je branche la nappe. Et forcément, après, une fois que j'ai attaché la nappe sur cet adaptateur-là, il va falloir en fait que je récupère les données qui partent et qui vont dans cet élément-là. Donc là, j'utilise un autre adaptateur donc, que je vais relier voilà, via la nappe de manière analogue. Hop. Et je vais brancher à cet endroit-là, qui est un port PCI, mon matériel d'injection, qui s'appelle un PCIe Screamer. Et c'est lui, à proprement parler, qui va me permettre d'interagir après avec la RAM. Toute l'intelligence en fait du matériel qui fait l'injection, c'est là-dessus. Et c'est via ce que je suis en train de montrer là, c'est via le port USB 3 que je vais m'interfacer avec mon PC à moi. Parce que forcément, il faut que l'attaquant ait quelque chose pour injecter des choses en mémoire. Et c'est donc via le PCIe Screamer. Maintenant, alors là, c'est la deuxième vidéo. Là, on voit que j'ai branché, donc il y a tout qui est mis en place. Alors, si vous faites bien attention, vous verrez que sur la nappe, j'ai rajouté du papier aluminium, c'est pour éviter les interférences. Voilà. Donc là, j'ai le PC qui est lancé, qui est sur la page de login. Donc ce que je vais faire, c'est que j'appuie sur la touche A pour le mot de passe. J'appuie sur Entrée, et là, bon, on ne voit pas très bien, je suis désolé, c'est un problème de focus, mais le mot de passe est invalide. Donc maintenant, je vais procéder à mon attaque. Donc là, via le PCIe Screamer, je vais accéder directement à la mémoire et chercher en fait en mémoire des motifs spécifiques de la routine de vérification du mot de passe et aller la patcher. Donc là, j'utilise un outil qui s'appelle PCI Leech, qui me permet en fait d'interagir directement avec la mémoire pour peu que j'ai un accès forcément. Voilà, donc là on voit sur la vidéo que le logiciel a trouvé le motif que je recherchais, il a patché ce motif-là, ça veut dire que j'ai altéré la routine de vérification du mot de passe. Donc là, je vais appuyer sur Entrée pour afficher la page de login. Encore une fois, je vais appuyer sur A. Donc là, j'appuie sur A et j'appuie sur Entrée et cette fois, le PC se déloque. Donc là, ça met un peu de temps à se débloquer. Voilà, donc là, j'ai un accès au PC et c'est quel que soit en fait l'utilisateur. C'est-à-dire que si j'avais choisi l'utilisateur admin, je me serais connecté en admin. Donc on part du principe que là, évidemment, je suis administrateur. J'ai accès en écriture au disque directement comme un utilisateur standard. Et là, on ne voit pas bien. Il y aura peut-être un moment où on verra un peu mieux que BitLocker est activé sur ce volume-là. Donc sur le volume C, on a du chiffrement intégral de disque avec TPM, mais sans PIN, comme je l'ai précisé. Voilà. Alors, les conclusions de cette attaque. Donc, comme vous l'avez compris, j'espère, l'ordinateur est compromis. Comme je suis administrateur, je peux récupérer vraiment tous les secrets que je veux. Donc, ça peut être des données métiers, ça peut être des secrets industriels, mais ça peut être aussi des secrets d'administration. En particulier, je peux récupérer ce qu'on appelle les comptes en cache du domaine dans un environnement en fait Active Directory.
lorsqu'on se logue sur une machine, que ce soit de façon interactive sur son clavier ou à distance via un protocole type Remote Desktop, RDP, les comptes sont mis en cache par la machine distante. Pourquoi ils sont mis en cache? Parce qu'en fait, si vous voulez, quand moi je veux m'authentifier sur un domaine Active Directory, donc quand je veux travailler dans mon entreprise, je tape mon mot de passe et en fait mon ordinateur à moi va contacter directement le contrôleur de domaine. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai des problèmes réseau, si je ne peux pas me connecter au contrôleur de domaine? Il faut bien quand même que je puisse travailler. Donc, pour résoudre cette problématique, Microsoft a mis en place ce mécanisme-là de cache de compte. Et donc, si je rentre un mot de passe, et après, forcément, il y a de la cryptographie derrière, si je rentre un mot de passe et quand ce mot de passe est transformé dans une version hachée et qu'il est présent dans le cache de mon ordinateur, à ce moment-là, je peux m'authentifier. Qu'est-ce que ça veut dire pour un attaquant qui a les droits d'administrateur? Ça veut dire qu'il peut extraire en fait toutes ces informations-là. Si un administrateur s'est connecté à distance sur le poste, c'est-à-dire que je peux récupérer son mot de passe en cache depuis en fait la mémoire. Alors, le mot de passe n'est pas directement en clair, il faut essayer de le casser derrière, mais ça fait partie en fait des scénarios d'intrusion qu'on retrouve et qu'on fait en pentest et que font aussi les attaquants. Donc, une fois qu'on a récupéré les secrets, donc là, je parlais des secrets en cache, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être des secrets en clair, malheureusement. Ça peut être des accès à Office 365, SharePoint, ce genre de choses. Et si jamais l'utilisateur a un accès VPN, ça veut dire que l'attaquant, lui, en fait, pourra se propager après dans le réseau de l'entreprise. Donc, ça fait comme si, en fait, l'attaquant, il était à la place de l'utilisateur et il pouvait se propager après sur le réseau. Et donc là, je serais tenté de dire, c'est comme un test d'intrusion interne. C'est-à-dire que c'est l'attaquant, il a accès à tout ce qu'un utilisateur standard pourrait faire. On peut aussi imaginer en fait que l'attaquant pourrait installer une porte dérobée. Là, le scénario, ça serait plus, c'est un utilisateur a oublié son laptop quelque part, il le laisse comme ça par inattention et pendant 1 heure. Et là, l'attaquant, en fait, il a 1 heure pour installer sa porte dérobée et après, l'utilisateur récupère son PC, il revient dans l'entreprise et là, on a une porte dérobée avec un attaquant qui potentiellement arrive sur le réseau. Et le budget de l'attaquant hein, pour ce type d'attaque, donc ce que j'ai présenté là, c'est grand maximum 500 €. Donc, c'est vraiment pas énorme, c'est à la portée d'à peu près tout le monde une fois qu'on a un peu de connaissances et qu'on est un peu patient parce que ça reste du hardware et il faut, en particulier avec le matériel que j'ai fait là, mais globalement, en fait, les attaques DMA, ça se fait vraiment très, très rapidement. Alors, en matière de recommandations, parce que là, je vous ai présenté en fait toutes les attaques, comment on peut se prémunir de ça? Alors, en termes de poste de travail, je vous parle de BitLocker depuis tout à l'heure, donc une solution de chiffrement par Microsoft. Là, la première recommandation à mettre en place, ça serait d'utiliser BitLocker en utilisant le TPM, mais cette fois avec PIN. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, quand l'utilisateur va essayer de se loguer, va allumer son ordinateur, le disque va se déchiffrer de lui-même jusqu'à la page de login. Si jamais je mets un PIN, ça veut dire que quand je vais lancer mon PC, là, il va me demander un PIN. C'est-à-dire qu'il me demande un PIN avant le chiffrement pour effectuer le déchiffrement. Dans ces cas-là, on ne peut pas faire de DMA. Alors, si on fait du DMA, si on arrive à faire du DMA, on ne va pas trouver grand-chose en fait en mémoire, parce qu'il n'y a pas de routine de déchiffrement, il n'y a rien qui permette de faire ça, et ça utilise le TPM qui est du matériel en fait, une carte à puce avec des données à l'intérieur, donc on peut pas aller récupérer directement dedans les informations. On peut appliquer en fait par GPO dans le domaine Active Directory le fait de ne stocker qu'un seul compte en cache. Parfois, il en faut un pour que l'utilisateur principal puisse travailler si jamais il y a un souci de connexion. Et enfin, mettre en place d'autres authentifications, des authentifications à 2 facteurs. Et par contre, là, il faut vraiment que le deuxième facteur ne soit pas stocké et ou généré sur le poste de travail parce que ça rend caduque au final la sécurité. Parce que si l'attaquant a accès au poste, s'il peut générer lui-même le deuxième facteur, ça réduit à un seul facteur au final. Pour l'entreprise, quand il y a une suspicion, même une suspicion de compromission, forcer le changement de mot de passe de l'utilisateur et révoquer absolument les accès du poste ou alors du compte associé. Voilà.
Ça sont les premières choses à faire et quelques recommandations pour aller un peu plus loin. Donc, au niveau poste de travail, ça va être activer un mécanisme sous Windows sur les versions récentes qui s'appelle Kernel DMA Protection, qui permet de se prémunir de pas mal d'attaques. Et activer DMA Guard, qui lui est un complémentaire de Kernel DMA Protection et qui se déploie par GPO. Enfin, en entreprise, mettre en place une stratégie de journalisation des connexions. Donc, j'ai mis pour aller plus loin parce que ça nécessite pas mal de choses en plus, avoir une infrastructure, etc. Et enfin, assurer un cloisonnement entre les postes de travail utilisateur et le reste de l'entreprise. Ça, c'est très, très important. Et voilà, donc pour les slides, vous aurez les ressources et je laisse maintenant la parole à Thierry. Merci à tous.